Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des Games 3 et 4 des finales NBA entre le Thunder et les Pacers. C'est Charles que je salue immédiatement. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, les Pacers peuvent avoir des regrets. Statistiquement, le Game 4, au moins pendant 3 quarts temps, était largement à l'avantage d'Indiana. Shai Gilgeous-Alexander était dans un jour 100, selon les critères d'excellence auxquels il est tenu, par nous, par la communauté, par les fans, enfin bref, les commentateurs. Le retour du big line-up avec Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren justifiait un changement de stratégie à l'entame de la série par Deno. Et pour une des rares fois depuis le début de ces finales, les Pacers semblaient réussir à imposer totalement leur jeu, leur rythme, leur basket. Et puis est arrivé le 4e quart-temps qu'ils ont mené un temps jusqu'aux dernières minutes et 20 secondes où les Pacers n'ont plus marqué un tir de champ jusqu'au buzzer final. Pour une rare fois cette saison, l'attaque d'Indiana s'est grippée, le ballon ne bougeait plus, les tirs étaient forcés, les lancers francs ne rentraient plus non plus. Ils ont perdu le fil de tout ce qui avait permis d'asseoir leur domination pendant 36 minutes avant cela. De l'autre côté, Shai Gilgeous-Alexander a retrouvé des couleurs derrière une domination au rebond du Thunder pour inscrire 15 points dans le dernier quart-temps sur des actions parfois controversées, mais Indiana n'a pas su relancer la machine au moment opportun. Le Game 5 qui se jouera dans la nuit de lundi à mardi s'annonce monumental. OKC a récupéré l'avantage du terrain. Les Pacers peuvent espérer retrouver la recette magique des Games 3 et 4 pour s'imposer à nouveau à l'extérieur et s'offrir une chance de clôturer à la maison dans la nuit de vendredi à samedi prochain. Le Thunder, s'il s'impose, auront 2 opportunités de s'imposer, sachant qu'ils n'ont jamais perdu de matchs consécutifs dans ces playoffs. Charles, est-ce que tu as l'impression que Indiana a laissé passer sa chance ou pas ? Sur ce match 4, ouais, c'est un peu la sensation qu'on a. Ils étaient quand même effectivement très bien partis pour mener 3-1 dans ces finales, et on sait à quel point les équipes dans ce cas de figure l'emportent souvent. Alors certes, il n'y a jamais eu de très gros écarts dans les 3 premiers quarts-temps. Le maximum, je crois que c'est à la fin du 3e, ça monte autour des 10 points, mais on avait quand même cette sensation qu'Indiana était en maîtrise. Mais voilà, tu l'as dit, on avait presque oublié que les Pacers pouvaient perdre un match dans le Money Time, tant ils nous ont habitués à maîtriser ces moments, mais dans les dernières minutes, OKC a été impressionnant défensivement, impressionnant dans l'intensité, et ils ont bouffé Indiana au rebond. Je crois qu'il y a 12-4 au rebond dans le 4e quart-temps, et ils ont complètement cassé le rythme d'Indiana et leur circulation de balles. Dans le quart-temps, les Pacers ne font qu'une seule passe d'ess, et ça en dit long quand on connaît leur jeu habituel. Et en face, Shai Gilgeous-Alexander a été énorme pour valider le retour et aller arracher cette victoire. On parle souvent des superstars en NBA et du fait que c'est eux qui doivent porter leur équipe quand il le faut. Et il nous a pondu une fin de match de MVP, absolument rien à redire là-dessus. Mais c'est vrai alors qu'il fait un match très très difficile quand même. Ouais. Mais moi, pour être honnête, malgré tout ça, en revoyant le match, c'est vrai que j'arrive pas à me débarrasser de cette sensation que c'est vraiment Indiana qui a perdu cette rencontre plus que OKC qui l'a gagné, tant j'ai trouvé qu'ils ont perdu le fil en fait, quoi. Ouais, complètement, ouais. Non, totalement. Cette domination au rebond d'OKC aurait été un gros problème, notamment les rebonds offensifs, que Indiana perd 12-7. Ils ont été sur les points en seconde chance, c'est 23-11 en faveur de OKC. Ils ont également perdu le ballon 15 fois. Vraiment, c'est Chet Holmgren aussi qui pour moi a été probablement l'élément le plus déterminant dans cette histoire. Bizarrement, plus que alors je sais que Shai Gilgeous-Alexander il marque quoi ? Il marque 15 points dans ce 4e quart-temps. Ouais, tout à fait, 15. Ouais. Donc dont pas mal de points au lancer franc. Ce que je trouve assez choquant dans sa ligne de stats à Shai Gilgeous-Alexander, c'est qu'il a absolument aucune passe décisive. Oui. Ce qui est aussi beaucoup dû à la défense que fait Indiana, et ça on va en parler dans ce podcast. Mais Chet Holmgren, 6 points, 6 rebonds dans le 4e quart-temps, pour moi c'est vraiment c'était un des éléments les plus déterminants concernant le Thunder et dans le changement de dynamique côté OKC, quoi. Pour moi, il a eu un impact incroyable alors qu'il s'est fait la cheville 2 fois au moins
pendant la rencontre. Et je l'ai trouvé je l'ai trouvé très très bon dans ses placements, très très bon dans ses décisions, dans la manière qu'il a eu aussi de switcher sur le périmètre en défense, notamment en fin de match, où Degno a commencé à changer un petit peu sa couverture défensive et a demandé à switcher quasiment tous les pics. Et j'ai trouvé que Chet Holmgren était extrêmement solide parce qu'il s'est jamais véritablement trouvé en difficulté. Et Jalen Williams aussi aura bien joué. Je parlais tout de suite de Shai Gilgeous-Alexander qui a 0 passe décisive, aussi parce que il y a des prises à deux avant même la mise en jeu. En fait, il s'est tout switché du côté des Pacers. On l'empêche véritablement d'avoir le ballon et de créer. On essaie de faire en sorte que ce soit les autres qui créent. Et du côté du Thunder, il y a un vrai manque de création au-delà de Shai Gilgeous-Alexander. Mais pour le coup, j'ai trouvé que Jalen Williams, dans cette mission et en urgence de trouver quelqu'un pour remonter le ballon et de créer un peu des actions, j'ai trouvé qu'il était il a plutôt été à la hauteur. En tout cas, ça a été suffisant pour permettre au Thunder de s'imposer. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Chet Holmgren est vraiment le facteur X de ce match 4. Il a été très impressionnant, il a été très juste, malgré la douleur, comme tu l'as dit. C'est pas lui qui a la ligne de stats la plus impressionnante, parce que, bah, évidemment, Shai prend la lumière avec ses 35 points. Mais Chet Holmgren a vraiment été un facteur X important. Ouais, lui et Caruso sont clairement pour moi les deux joueurs les plus importants côté Thunder de cette rencontre. Tout à fait. Et je dis pas ça pour diminuer ce qu'a fait Shai Gilgeous-Alexander. Je suis pas en train de dire que Shai Gilgeous-Alexander a fait un match horrible. Il a répondu présent, il a marqué, il a provoqué les fautes, il a répondu présent à des moments clés, effectivement, au scoring, ce qu'on connaît de lui. Cependant, voilà, il a eu quelques erreurs de lecture dans le jeu à plusieurs moments dans la rencontre. Défensivement, on peut aussi parler du fait que parfois il est pas toujours. Alors, il intercepte, il fait quelques contres et tout ça. Statistiquement, si tu regardes le box score, il est pas mal. Il est aussi également beaucoup visé par Indiana à dessein. Pourquoi Indiana fait ça dans le game 3 et dans le game 4? D'ailleurs, on a vu ça. C'est pour essayer de l'épuiser, pour essayer de le faire travailler en permanence, de lui laisser absolument jamais aucun temps mort. Et cette stratégie-là a très très bien fonctionné dans le troisième match pour Indiana. On voyait bien que Shai Gilgeous avait plus du tout d'énergie dans les jambes en fin de rencontre dans le game 3. Dans le game 4, c'était très différent. D'ailleurs, Degno a un peu changé la rotation. Ouais, il l'a sorti en premier quart. Ouais. Il l'a fait beaucoup plus reposer à certains moments clés de la rencontre pour lui permettre d'être plus frais en fin de match. Et ça a apporté ses fruits au final. C'était plutôt bien vu de Degno. Ouais, il y a eu effectivement le fait de le faire souffler. Et après, il y a aussi eu des ajustements offensifs qui ont été faits par OKC dans le quatrième quart, notamment pour sortir Shai Gilgeous-Alexander de la défense de Nembhard et l'opposer plus à Nesmith, qui est aussi un excellent défenseur, mais qui sur cette série a quand même plus de mal à le contenir. Mais est-ce que t'as cette même sensation que moi, en fait, que finalement c'est quand même vraiment Indiana qui a perdu ce match plus que OKC qui l'a gagné? Moi, j'ai vraiment eu cette sensation, si tu veux, que dans ce quatrième quart, ouais, il y a des choses qui ont vraiment pas fonctionné. Alors évidemment, Mathurin a pas répondu présent, ses échecs au lancer en fin de match coûtent cher, mais Turner aussi était un peu méconnaissable et vraiment, moi, dans l'ensemble, j'ai eu l'impression qu'Indiana perdait le fil, était incapable d'accélérer le jeu, d'installer leur jeu de passe. Alors oui, évidemment, OKC a haussé le ton défensivement, mais ouais, j'ai vraiment eu cette sensation que les Pacers pouvaient en faire plus, et Haliburton, après le match, a expliqué que c'était sa responsabilité, qu'il n'avait pas su maintenir le rythme de son équipe et que c'était à lui de faire jouer ses Pacers plus rapidement. Moi, j'ai plutôt trouvé qu'il était de ceux qui avaient répondu présent dans ce quatrième quart-temps, mais je comprends qu'en tant que métronome de cette équipe, il estime avoir une part de responsabilité. Je comprends ce qu'il veut dire, Tyrese, quand il dit ça. Effectivement, pendant 3 quarts temps, et c'est une des rares fois qu'on a vu OKC dans cette situation-là, dans ces playoffs. Moi, c'est exactement cette sensation-là que j'ai eue. On a rarement vu OKC en train de douter sur un terrain. Et là, pour le coup, il y avait un vrai doute, il y avait des vrais questionnements chez les joueurs. Ils n'hésitaient pas beaucoup à surnager mentalement dans cette rencontre. Caruso en faisait partie. Caruso a été vraiment un stabilisateur extrêmement important dans cette rencontre, dans le Game 4. Et pour une des premières fois, j'avais l'impression de voir Indiana être aux commandes du rythme, être aux commandes de la partie, faire pas ce qu'ils veulent, parce que la défense de Casey est
toujours redoutables et qu'ils étaient toujours, finalement, ils sont toujours restés au contact. Hein. Le plus grand écart, comme tu l'as dit, c'était 10 points en faveur des Pacers, pas plus. Ce qui n'est rien face à une équipe comme OKC. Hein. Oui, là, ce qui n'est rien, mais on sentait que l'énergie était du côté des Pacers. Et effectivement, au 4e quart-temps, ils ont commencé à faire des fautes un peu stupides, et ça, ils l'ont dit aussi, les fautes ont cassé le rythme. Nembhard l'a dit, Carlisle l'a dit, je crois que Siakam aussi a dit ça. Ils ont commencé à faire des fautes très tôt dans ce 4e quart-temps. Et d'ailleurs, l'arbitrage était vraiment pénible dans cette rencontre. Personnellement, j'ai trouvé ça assez chiant. Scott Foster game. Ouais, Scott Foster, très sincèrement, faudrait le virer de toutes les rencontres majeures, en fait. Il est insupportable. Dès qu'il y a Scott Foster, on passe notre temps à parler d'arbitrage et on passe. Exactement. Je n'en peux plus de ce truc. C'est gavant. Ça se passe pas autrement que quand il est là. Et franchement, l'arbitrage, c'est extrêmement compliqué dans les matchs à enjeu comme ça. C'est extrêmement compliqué à haute intensité. Quand tu vois la débauche d'énergie de ces deux équipes, mais c'est hallucinant. Folie pure. Et c'est parfaitement stratégique. C'est-à-dire que c'est un jeu d'épuisement, en fait. Ils sont là à se faire des pressings tout terrain. T'as l'impression de voir du basket universitaire bientôt, quoi. Ah ouais, on est essoufflé à la fin des matchs, en fait. Ah, mais c'est complètement fou comme truc. Ah ouais. Et je sais plus ce que je disais. Oui, on parlait de est-ce que c'est Indiana qui perd ce match? Et oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Miles Turner, Game 3, Game 4, il fait pas des bons matchs, offensivement notamment, à des moments où ça aurait été plutôt positif qu'il réponde présent. Au moins sur ce match 4, s'il avait fait un bon match offensif, je pense que ça aurait fait la différence. Attendre que Bénédicte, Mathurin ou TJ McConnell te sortent des matchs de dingo à chaque rencontre, c'est pas possible. Et je m'y attendais pas et j'ai pas été foncièrement déçu par leur performance. J'ai trouvé qu'ils ont occulté Pascal Siakam en fin de match, alors qu'ils avaient trouvé le moyen de l'intégrer idéalement dans les rencontres, notamment en le mettant en tête de raquette. Ouais, ce que OKC fait avec Shai Gilgeous-Alexander, d'ailleurs. Ils le mettent en tête de raquette et ils le laissent à partir de là créer soit en 1 contre 1, soit en continuant de faire bouger le ballon et créer cette dynamique collective. Et j'ai trouvé que les Pacers se sont un peu ont été pris dans un faux rythme dans ce 4e quart. Ils ont tenté désespérément de renouer avec ce qui a fait leur succès sur les 3 premiers quarts-temps, sans jamais y parvenir. Et c'était extrêmement frustrant, parce que les tirs ne rentraient plus, tout était forcé, enfin tout était hyper difficile. Bravo également à la défense du Thunder, hein, qui eux, de leur côté, ont augmenté le niveau d'intensité et ont plus lâché le morceau. C'est-à-dire que tout d'un coup, les Pacers se sont retrouvés dans l'étau du Thunder, et le Thunder n'a jamais lâché prise. Et c'était extrêmement frustrant. Je pense que si tu es fan des Pacers, en plus avec les fautes qui s'accumulent, en plus avec les coups de sifflet qui sont forcément parfois tendancieux, parce que il y a des actions qui sont pas claires, il y a des actions qui sont pas... Enfin bon, après c'est des deux côtés, hein, on va pas passer notre temps à parler de ça, ça sert à rien. Il y avait largement la place pour les Pacers de faire la différence autrement que sur quelques coups de sifflet. Et voilà, et c'est effectivement très décevant. Et très sincèrement, moi, j'ai quitté cette rencontre. Je vais le dire, je dis pas que c'est ce que je pense intimement, mais voilà l'état d'esprit quand j'ai fini cette rencontre qui était le mien. Je me suis dit, les Pacers, s'ils arrivent à renouer avec ça, si c'était pas un mirage, ce Game 4 et le Game 3 là, s'ils ont vraiment réussi à trouver quelque chose qui fonctionne, et où on voit que Degno et OKC, de leur côté, eux, sont plutôt en panique. Que Degno retrouve le big line-up en début du match 4, excuse-moi Charlie, mais j'étais sur le cul, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Pourquoi c'est son ajustement? Je ne comprends pas. Il avait fait le bon truc, je trouvais qu'il avait pris la bonne décision au Game 1. Alors, il y a sûrement d'autres trucs à faire. Je pense que potentiellement au Game 5, ça va être Caruso qui va être directement mis dans le 5, parce que le big line-up n'a pas été bon. Non. Il a été outscoré sur le moment où ils ont joué ensemble. Au-delà de ça, c'est difficile. Voilà, mais en rebond, ça a été positif. Donc, OKC, ils ont cette espèce de choix stratégique à faire qui est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'avoir les deux, c'est l'assurance de remporter la bataille des rebonds, mais l'un et l'autre, ensemble, ça fonctionne pas forcément, quoi. Donc, quand j'ai terminé la rencontre,
je vais y venir. Je me suis dit, les Pacers ont largement les moyens de gagner le match 5 à OKC. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont une dynamique qui est beaucoup plus porteuse que OKC, qui est plus dans le doute, à mon sens, de son jeu, qui est plus dans le doute pour s'installer offensivement dans une rencontre, si ce n'est les exploits offensifs de Shai Gilgeous-Alexander, ce qui pour moi est beaucoup plus hasardeux. Et je me suis dit, pour moi, les Pacers peuvent encore largement faire ça en 6. Très sincèrement. Écoute, moi, après ce match 4, je savais pas du tout quoi penser, et j'avoue que je sais pas non plus quoi penser, en fait. Techniquement, OKC a repris l'ascendant sur cette série. Et s'ils arrivent à prendre le prochain match à domicile, ils auront 2 opportunités pour conclure, mais c'est vrai que... Et bah, c'est ça dont je suis pas sûr, tu vois. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils aient pris l'ascendant. Moi, je termine le match 4 en me disant que OKC, ils ont eu chaud aux fesses, qu'ils ont eu bien du bol de terminer devant, et que les Pacers avaient l'air d'avoir plus de réponses que de questions. Ouais, non, mais c'est ça que j'allais dire justement, en fait. Bizarrement. D'un pur point de vue technique, ils ont repris l'ascendant, tu vois, ils ont récupéré l'avantage du parquet, etc. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, dans l'absolu, en revoyant le match dans son ensemble, et même en revoyant les 2 matchs, parce que là, on a le match 3 et 4 depuis le dernier podcast, j'ai pas du tout la sensation qu'ils ont l'avantage face à cette équipe d'Indiana, et ça c'est quand même l'immense mérite de ces Pacers que tout le monde voyait comme les outsiders absolus, que peu de gens imaginaient voir plus prendre un ou deux matchs, mais effectivement ils ont montré dans cette série qu'ils étaient capables de regarder le Thunder dans les yeux, et même plus que ça. Je pense en plus qu'on parle d'une équipe avec une sacrée résilience, ils sont pas du genre à baisser pavillon à cause de ce scénario, de ce 4e quart, même si évidemment ils ont dû quand même prendre un petit coup sur la carafe. Mais d'un autre côté, je me dis aussi, franchement, ces 3 premiers cartons du match 4, on a vu un Indiana qui avait vraiment l'air d'être en maîtrise, un OKC qui avait vraiment l'air d'être paumé un peu, et notamment Denio, comme tu l'as dit, qui a fait des choix qui sont étonnants. Mais en attendant, Indiana a jamais été capable de creuser l'écart, en fait. Même avec cette sensation-là, tu vois, ils ont jamais su creuser un écart important, parce que 10 points face à une équipe capable de défendre aussi fort, avec des individualités capables de marquer malgré une bonne défense en face, bah, c'est vraiment pas grand-chose. Mais en même temps, on est obligé de faire évoluer notre discours par rapport au podcast précédent, parce que globalement, ces matchs 3 et 4, qu'on le veuille ou non, ils ont été dominés par Indiana. C'est vrai, je sais pas quoi penser, franchement, j'ai même pas envie de me projeter, moi, quelque part, tout ce que j'espère, c'est qu'on a 2 équipes qui, décidément, refusent de perdre 2 matchs d'affilée dans ces playoffs. Les 2 sont dans le même cas. Quelque part, j'ai presque envie de te dire, tout ce que j'espère, c'est que ça va durer, en fait, et qu'on va avoir droit à un match 7, parce que ces finales sont hallucinantes. Mais ouais, Indiana a vraiment montré des choses très intéressantes sur ces 2 matchs, et le match 3, il faut qu'on en parle, parce que on avait beaucoup teasé le match 3 la semaine dernière dans le podcast en disant que c'était ce match-là sur lequel Indiana devait nous prouver qu'il pouvait le faire, qu'il pouvait battre cette équipe, car là, il devait s'adapter aux ajustements de Denio. C'était leur premier match à domicile. Ils devaient vraiment reprendre la main dans cette série, et ils ont parfaitement répondu aux attentes qu'on avait. Ils ont répondu aux interrogations que le match 2 avait fait naître. On avait évoqué la nécessité de retrouver le chemin de la raquette. Ils ont parfaitement réussi à le faire. Carlisle a su prendre la mesure de cette défense et exploiter les rares failles montrées par OKC. Les jeux d'écran, notamment, ont permis d'ouvrir des nouvelles solutions pour Haliburton, de perturber les aides en écartant les joueurs d'OKC. On avait parlé de l'importance du jeu sans ballon pour ouvrir des possibilités pour Haliburton et toute l'attaque d'Indiana, et ça aussi on l'a vu avec plus de variations sur les porteurs de balles. Haliburton parfois utilisé pour poser des écrans. Enfin, l'objectif c'était vraiment de lui redonner de l'espace, et ça a très bien fonctionné. T'as aussi parlé de l'utilisation de Siakam en tête de raquette comme encre pour l'attaque, ça a été un énorme succès, d'autant qu'il a fait des très bons choix, que ce soit sur ses passes ou sur les timings pour attaquer la raquette. Donc ouais, moi j'ai vraiment un sentiment, dans l'absolu, j'ai un peu le même sentiment que toi. Ces 2 matchs-là, malgré le fait que là on soit après cette déconvenue pour Indiana sur le match 4, ces 2 matchs-là, quand même, nous montrent à quel point un profil comme Haliburton peut poser des problèmes à cette défense, à quel point cette attaque collective et ce rythme que les Pacers peuvent imprimer peuvent vraiment gêner OKC, et ça nous a aussi montré quand même que la défense des Pacers, parce qu'on ne parle que de la défense d'OKC depuis le début des playoffs, et la défense des Pacers, elle a été hallucinante dans le 4e quart du 3e match. C'est remarquable, sur les 6 dernières minutes du match, OKC ne met que 9 points, Miles Turner incroyable, Nesmith aussi, vraiment,
Indiana a produit une défense absolument remarquable. Oui, dans la preview, j'avais parlé du fait j'avais hâte de voir la stratégie employée. Sur les écrans. Non, mais enfin en défense sur Shai Gilgeous-Alexander, parce que c'est clairement c'est l'élément à arrêter côté Thunder. Et ce que je disais, c'est que étant donné qu'il a toujours ses 30 points, t'as l'impression qu'il marque 30 points dans son sommeil, Oui. Shai Gilgeous-Alexander. Et voilà, et je disais, bah, peut-être défendre en 1 contre 1 et bloquer tout le reste, et ainsi de suite. Alors, à mon petit niveau de fan qui n'est pas du tout assez calé pour savoir exactement ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et effectivement, Carlisle et le coaching staff des Pacers sont brillants. La presse tout-terrain qui est devenue l'arme défensive de cette série. Oui, parce que même OKC est en train de s'y mettre. C'est tellement haut. Voilà, ils sont en train de se prendre à la gorge à la remise en jeu à la ligne médiane adverse, quoi. Ils sont en train de faire des écrans à la ligne des 3 points sur leur propre moitié du terrain. C'est n'importe quoi. C'est un truc pas vu depuis je sais pas combien de temps. Et si t'as pas un effectif avec 9 gars qui sont jouables et qui peuvent prendre des minutes, et ben ça va vite devenir compliqué. Dans le match 3, on l'a bien vu. Shai Gilgeous-Alexander, il en pouvait plus. Il avait plus la lucidité pour prendre les bons tirs, pour faire les bonnes lectures, pour savoir où il fallait passer le ballon. Il faisait des marchés. On était là, mais quoi? Mais d'où il fait un marché sur cette action? Enfin bref. Et on sait que Shai Gilgeous, c'est plus un scoreur qu'un créateur. Mais ça, ils ont réussi à le mettre en difficulté jusqu'à un certain point. Et du côté du Thunder, c'est vrai qu'il n'y a pas ce deuxième créateur de grand talent. Alors Jalen Williams fait ce qu'il peut, Caruso fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais ils ont pas ce deuxième créateur. Et c'est vrai que les Pacers ont vachement bien exploité ce truc-là, je trouve. Défensivement, la stratégie, elle est incroyable. Et le fait qu'ils aient également réussi à trouver plus d'espace en attaque, à faire en sorte que justement leur système offensif puisse s'exprimer d'une autre manière que ce qu'ils avaient fait jusqu'alors pour contourner la défense que leur mettait dans les dents OKC, c'est absolument brillantissime, quoi. Je veux dire, ces gens-là sont des professionnels que je trouve absolument fascinants, en fait. Le niveau de compétence de ces gens-là, on est là à tous commenter pourquoi ils font de la merde et tout, mais il y a un moment, faut prendre un pas de recul et se dire attendez, ces gens-là sont autrement plus calés que nous pour savoir de ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, quoi. Et voilà, et effectivement le game 3, Indiana a vraiment lancé cette dynamique qui s'est poursuivie pendant 3 quarts temps en game 4. Et très sincèrement, Charlie, je ne sais pas comment Indiana perd une rencontre où OKC plante 3 sur 16 à 3 points. Ouais. C'est le moins de tirs à 3 points tentés par une équipe en finale NBA depuis 2013, une autre décennie. Le moins de 3 points inscrits en finale NBA depuis 2011. Enfin, je veux dire, c'est fou ce à quoi on vient d'assister. Jamais de la vie en 2025, une équipe devrait pouvoir remporter une rencontre où il plante 3 points avec un pourcentage dégueulasse, quoi. Et c'est exactement ce que vient de faire le Thunder. Et je ne m'explique pas cette victoire. Franchement, elle est un peu unique. Non, en plus, alors aussi, elle est folle, cette victoire. C'est peut-être un détail, mais je le signale quand même parce que ça rentre aussi un peu dans ce narratif de ce match. C'est fou qu'il l'ait gagné. C'est le premier match depuis le début de ces finales où l'équipe qui a le banc le plus prolifique ne gagne pas. Ouais. C'est quand même marrant, tu vois. Non, mais vraiment, il y a tellement d'éléments qui font que OKC n'aurait pas dû gagner ce match. C'est fou, mais voilà, ils ont pris. Et c'est là où la sensation, le fait de perdre le dernier carton 31-17, c'est-à-dire qu'ils se prennent la moitié plus de points d'OKC. Ça me laisse perplexe dans le sens où c'est vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça, tu vois. Très sincèrement. C'est un miroir du match 3, hein. C'est un miroir inversé parce que le match 3, le quatrième carton, il y a 32-18 pour Indiana. Tout à fait. Et honnêtement,
le 4e quart-temps du match 3, c'est un mauvais quart-temps d'OKC. Franchement, c'est un mauvais quart-temps d'OKC, vraiment. Il y a des trucs dans ce quart-temps qui sont juste pas acceptables. Il y a des... Non, mais qui pour moi avait été construit par rapport à la débauche d'intensité des Pacers sur les 3 premiers cartons aussi. C'était la condition, enfin c'était le résultat du débauche d'énergie où Shai Gilgeous-Alexander était tellement obligé de se... Ah, je veux dire, Andrew Nembhard, la défense qu'il propose sur Shai Gilgeous-Alexander, Magnifique. c'est hallucinant, c'est fou, c'est dingue, c'est... Waouh. Oui, mais au-delà de ça, enfin, tu vois, je suis désolé, mais les interceptions de McConnell sur remise en jeu, ça doit pas arriver, en tout cas pas autant. Caruso, qu'on a beaucoup loué, lui en a offert une qui était franchement abusée. Je vois très bien de laquelle tu parles. Ouais, offensivement, ils ont aussi franchement fait des choix un peu douteux. Holmgren, notamment, a vraiment eu... Il y a eu des possessions où je me disais non, c'est pas possible là de faire ça. Genre, le mec demande à se faire contrer. Enfin voilà, je trouve vraiment que OKC a fait un très mauvais 4e quart-temps. Et alors oui, tu as raison, c'est un mix entre la très bonne défense d'Indiana, la débauche d'énergie et l'attaque un peu laborieuse d'OKC, parce que comme tu l'as dit, en réalité, il y a pas vraiment d'autres de créateurs mis à part Shai Gilgeous-Alexander. Non, il marque beaucoup sur. C'est le fait de tomber dans le bonus à 7 minutes de la fin de la rencontre, quoi. Forcément, Ouais, tu vas accumuler les lancers francs et tout d'un coup, tu permets à l'équipe adverse de ne plus être obligé de créer son attaque, ce qui était le problème d'OKC sur les 3 premiers cartons dans le Game 4. tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que sur le match 3, en plus, Indiana bénéficie d'un apport du banc absolument hallucinant. Alors évidemment, celui dont on parle le plus, c'est Mathurin, qui a 27 points et qui met des points dans des moments vraiment très importants. Mais TJ McConnell a été incroyable dans l'énergie, la défense, l'intensité, pertinent dans ses choix offensifs. Enfin, lui a vraiment été un facteur X, peut-être un peu trop sous-estimé. Ils avaient le Topin game dans le Game 4. Jusqu'au 3e carton, t'as l'impression qu'Obi Topin, c'était le joueur du banc qui était en train de sortir la tête de l'eau et de leur permettre de faire la différence. Et d'ailleurs, pour une fois, petite critique envers Carlisle, il fallait donner plus de temps de jeu à Obi Toppin dans le 4e quart. J'ai pas compris pourquoi il le sort. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça, ouais, je sais pas. Je me suis beaucoup posé la question de savoir est-ce qu'il fallait aller le garder ou retourner sur un truc classique, je sais pas. En tout T'as cas, raison, quand tu vois Miles Turner, à 0 sur 6 à 3 points, ça fait excessivement mal, quoi. ouais, et même Mathurin, tu vois. Alors Et je comprends Tyrese aussi, 1 sur 7, c'est pas bon. tu vois, je comprends la tentation de mettre Bénédicte Mathurin sur le parquet quand tu vois le 4e carton qu'il fait sur le match 3, mais là, il a pas répondu présent. Et il faut pas oublier un truc, c'est que Mathurin, il a que 22 piges, en fait. On peut pas lui demander d'être performant tous les soirs en finale NBA en sortie de banc, en fait. C'est compliqué. Il a le temps de progresser, de trouver de la régularité, et on sait très bien que quand il est dans un bon soir, ce mec-là est absolument énorme, honnêtement, hein, franchement, il est vraiment très impressionnant quand il est dans un bon soir, mais 22 ans, c'est trop tôt pour lui demander de la régularité à ce niveau-là. Il y a vraiment ce sentiment de gâchis côté Pacers. Ouais, après, il y a aussi quand même des choses vraiment positives, tu vois. Moi j'avais réclamé plus d'agressivité de la part de Tyrese Haliburton. Son match 3, et je l'ai trouvé beaucoup plus tranchant, prêt à dévorer le moindre espace, il n'hésitait pas à lâcher le ballon rapidement et prêt à proposer des solutions immédiatement, même défensivement, dans ses aides notamment, je l'ai trouvé beaucoup plus tranchant, et c'est ce Haliburton-là qui peut permettre à Indiana de remporter ses finales. Tout à fait. Tout à fait. Et autre élément que j'ai noté, je suis désolé, mais dans le gâchis des Pacers, ils ont un banc du Thunder qui n'est pas au rendez-vous. Et ça, le problème, c'est qu'au Game 5, à OKC, on sait très bien que c'est le gros problème quand t'es là-bas, c'est que les Kayson Wallace, les Aaron Wiggins, les Isaiah Joe, potentiellement, peuvent débouler et te planter 15 points. Ils ont beaucoup d'options en sortie de banc. Et c'est là où Alex Caruso, on continue de chanter ses louanges à chaque podcast, à chaque occasion, mais je suis désolé, je continuerai jusqu'à ce que ça soit la fin. Ce gars-là
c'est un difference maker. En fait, il y a un petit côté. C'est fou, quoi. Il y a un petit côté Iguodala dans le sens où, en fait, ce mec, il serait titulaire quasiment partout. Ouais. Et en fait, ce mec, à chaque fois qu'il rentre sur le parquet, il fait tout ce qu'il faut. C'est dingue, tu vois. C'est vraiment, c'est ce genre de. C'est le 6e titulaire, en fait. Sans lui, ils sont même pas là, en fait. Ouais, très sincèrement. Sans lui, ils sont même pas en finale. Ouais, c'est Denver qui est. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et... Ouais, c'est fou de se dire ça, quand même. Ouais, c'est fou de se dire ça. Mais en fait, surtout, moi, je vais être franc, ce que je trouve le plus fou, c'est tu te rends compte de tous les atouts que cette équipe d'OKC a. Genre, depuis le début de ces playoffs et même avant, on pourrait faire une liste de tous leurs atouts. Ça nous prendrait des heures, en fait. Et malgré ça, après ces 2 matchs à Indiana, toi comme moi, on est un peu en train de se dire, mais en fait, Indiana a la capacité de le faire. Mais tout à fait. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je suppose qu'il y a peut-être des auditeurs qui se disent, mais n'importe quoi, les Thunder sont largement tués. Alors, si vous pensez encore ça, alors qu'on est à 2-2 et que les matchs qu'on vient de voir, enfin, je veux dire, bon. Les matchs se jouent dans le 4e carton, en fait. C'est quand même pas déconnant ce qu'on est en train de dire, quoi. Je veux dire, très clairement, là, sur les 2 derniers matchs, les Pacers avaient plutôt la main mise sur le truc, quoi. Ouais. Ils ont dévissé dans le 4e carton du Game 4. Il n'y a rien à redire à ça. Et le Thunder a très bien joué. A joué fidèle à son identité, par ailleurs. C'était totalement une victoire qui ressemble tout à fait au basket produit par OKC. Bien que je persiste à dire que ce qui m'inquiète le plus côté Thunder, c'est la galère offensive dans laquelle ils ont l'air de se trouver. Et que le 4e carton, le fait d'être dans le bonus très tôt, leur a bien sauvé la mise. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les prochains matchs, là. Mais très sincèrement, les Pacers, j'ai hâte de voir dans quelle dynamique ils vont entamer ce match 5. S'ils vont avoir cet esprit revanchard de se dire merde, il faut absolument qu'on corrige sur certaines choses et qu'on reprenne la main. S'ils parviennent à le faire au Game 5, ça sera tout bénef pour eux. En fait, moi, ce qui me procure un peu cette sensation mitigée, c'est que, honnêtement, après avoir vu les matchs 3 et 4, là, est-ce que vraiment tu crois qu'Indiana doit faire des gros changements ? Non. Parce que en fait, les changements, ils les ont déjà faits. Tu vois, sur le match 3, ils ont beaucoup mieux défendu en s'ajustant par rapport aux 2 premiers matchs. Ils ont varié leur approche sur les écrans en refusant parfois de switcher. Ils ont beaucoup mieux géré les prises à 2. Offensivement, les solutions qu'ils ont trouvées sur le match 3, elles sont encore complètement viables. Tout à fait. Donc, c'est tout à fait. C'est tout à fait ça, Charlie. C'est tout à fait ça. Et ça, c'est très bon signe pour Indiana. En fait, je trouve le fait que du match 3 au match 4, il ait pu avoir une suite, comment dire, une continuité. Voilà, merci. Une continuité, c'est exactement le mot que je cherchais, qui venait pas. Qui ait pu avoir une continuité entre les 2 matchs est excellent pour Indiana. Bien sûr. Et ce que je disais comme ajustement, Indiana, c'est pas dans leur identité ni dans le fond de jeu à proprement parler, c'est plus les ajustements qu'ils ont fait depuis le début, à savoir comment se dépatouiller de la défense du Thunder en fonction des schémas défensifs que le Thunder met en place. Et force est de constater que dans ce Game 4, il y a un moment, le Thunder, avec le two-switch, le fait que Shelton Green était capable de défendre sur le périmètre aussi, avec autant d'efficacité qu'il ne l'a fait, Ludort, Caruso. Et je te dis, j'ai hâte de voir le 5 majeur d'Edno au début du match 5. Je suis quasiment persuadé qu'il va mettre Caruso. Ouais, et puis moi j'ai aussi hâte de voir si Chet Holmgren pourra conserver cette efficacité dans le périmètre, parce que tu vois, on vient de dire que Mathurin avait que 22 ans et que c'était trop tôt pour lui demander de la régularité dans ses perfs. Surprise, Chet Holmgren aussi, il a 22 ans en fait. Et Jalen Williams, il en a 23, enfin tu vois. Et en fait, ce que je trouve fou, et c'est vraiment le truc que tu vois, en préparant le podcast, je me suis dit, mais vraiment, c'est presque bizarre de dire ça, mais alors qu'OKC vient de remporter le match 4,
ben moi je reste persuadé que le coach qui doit faire le plus d'ajustements aujourd'hui, ça Oui, reste Daigneault, quoi. je suis tout à fait d'accord. Et ça paraît très contre-intuitif de dire ça, vu ce qui vient de se passer dans le Tout match à fait. 4. Mais c'est également mon sentiment. Donc, C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. et je te dis, la question du big line-up, elle est très intéressante parce que quand tu regardes les stats, quand il avait mis Kayson Wallace, au final, Degno a prouvé qu'il avait raison en retournant dans le big line-up au Game 4. C'est assez. Je m'attendais pas du tout au fait qu'il fasse ça, en fait. J'étais vraiment très surpris qu'il le fasse. Et quand tu vois le début de la rencontre, tu te dis, mais, en fait, ça y est, il a perdu pied, quoi. Ok, si, est en train de perdre pied. Ils vont être menés 3-1. Et 3-1 en finale NBA, on sait où ça va la plupart du Ouais, temps, quoi. ça fait mal en général, ouais. Ouais, Euh, après, Kayson Wallace, ça n'a pas non plus été... En fait, moi, ça me semble... Bah, si tu regardes le plus-minus, il était, les starting five avec lui, ils étaient positifs, hein. Oui, je suis d'accord, mais offensivement, par exemple, c'est parfois un peu la galère. Tu vois. En fait, moi, je m'attendais plus à voir Caruso rentrer dans le 5, comme tu le suggères pour le match 5, que effectivement voir Hartenstein revenir. Ça, c'est clair. Oui. Mais Mais ouais, ça veut dire que derrière, il va falloir que tu trouves dans ta rotation le moyen de ne pas souffrir au rebond. ouais, et puis de continuer à Et faire souffler Shai aussi. voilà, complètement, ouais. Et c'est vraiment, c'est assez fou que dans cette rencontre où, bizarrement, moi j'aurais pas cru ça, mais Indiana a réussi à équilibrer comment dire, la bataille des ballons perdus, Ouais. chose auquel j'aurais pas mis cher là-dessus, j'aurais pas parié beaucoup sur ce truc-là, mais quelque part il s'auto court-circuite comme ça. Et la bataille du rebond, pour l'instant, c'est un des éléments. Je dis pas que c'est toute l'explication, mais c'est un des éléments clés de chaque rencontre. C'est qui va remporter la bataille des rebonds et qui va inscrire des paniers derrière. Ouais, non, mais c'est clair. Les points marqués en deuxième opportunité, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr que dans cette match-up-là, ça prend une importance toute particulière, mais franchement, ouais, j'ai tellement de mal, en fait, à me projeter, tu vois, sur les scénarios possibles de ce match 5. Tu vois, vraiment, j'arrive pas à, tu vois, j'arrive pas à enfin, en fait, j'ai même pas envie de me projeter quelque part, tu vois, j'ai juste envie d'être à lundi soir, de prendre du popcorn et de m'installer devant le match parce que en plus, mais franchement, ces finales, elles sont incroyables, hein. Pour moi, c'est les meilleures finales qu'on a eues depuis des années. Alors, je suis peut-être pas Ah totalement oui. objectif parce que c'est deux équipes que je prends beaucoup de plaisir à avoir joué depuis 2 ans. Mais l'opposition me plaît tellement. Les deux coachs sont incroyables, même si effectivement Daigneault, pour le moment, me semble moi un peu tâtonné, en tout cas plus que Carlisle. Mais ouais, c'est pas loin d'être l'opposition idéale, quoi. Ces deux équipes qui ont les bonnes armes pour gêner leurs adversaires, c'est une intensité qui est folle, mais vraiment folle. Le niveau d'intensité de ces deux équipes est hallucinant. Alors ça se Ouais. voit peut-être plus avec OKC parce qu'ils ont une intensité défensive qui donne un peu cette sensation d'être insubmersible. Mais franchement, le rythme d'Indiana, mais comment c'est possible de tenir ce rythme-là pendant tout un match? C'est dingue, c'est dingue. Et c'est là où on comprend pourquoi Indiana en est là aujourd'hui. C'est Tout à fait. que on comprend bien que cette équipe, elle est hors norme en fait. Ouais, Et c'est elle n'a évident. pas du tout volé sa place dans ces finales NBA, et loin de là. Et, Ouais, de la résumer au fait que, ah oui, mais attends, il y avait des blessures par-ci, il y avait des blessures par-là. C'est vraiment manquer l'histoire de cette équipe des Pacers et qu'est-ce qui fait qu'ils ont le succès qu'ils rencontrent depuis plusieurs mois. Avant même le début des playoffs, c'est déjà un rouleau compresseur. ouais. Et, et très sincèrement, effectivement, je trouve qu'en termes de coaching, Carlisle est en train de nous sortir une. Ouais, c'est incroyable. Mais tous ces playoffs, hein, tous ces playoffs sont Ah ouais, incroyables. ouais. Ce gars est le coach rêvé pour une équipe, quoi. C'est quand même assez fou, quoi. Ouais, son cerveau et c'est vraiment un des cerveaux les plus brillants qu'il y a sur les bancs de la ligue, sans aucun doute. Et j'ai vraiment hâte de voir si il va être capable enfin, en fait, l'histoire de Shai Gilgeous-Alexander, comment il fait le choix délibéré de le viser systématiquement en défense pour l'obliger à défendre. En fait, il le lâche jamais. Dès qu'il est sur le terrain, c'est
on t'empêche d'avoir le ballon sur les mises en jeu, on t'empêche, dès que tu as le ballon dans les mains, tu fais des écrans. D'ailleurs, on avait parlé de ça, toi et moi, après le match 2. On avait dit, il faut que Indiana change sa couverture sur les écrans. Et ils l'ont très bien fait. Ils ont Ils très l'ont bien très bien varié. fait. Maintenant, ils font un blitz total. Et c'est, Chet, si tu as la balle et que tu sors de l'écran, tu auras 2 gars sur ton dos et tu vas être obligé de lâcher la balle. Et ils le font parfaitement bien. Et les rotations derrière, parce qu'après, tu te retrouves en nombre inférieur, mais à chaque fois, ils arrivent parfaitement à rééquilibrer les choses. C'est d'une exigence qu'ils font. C'est Ouais. complètement fou. Je crois qu'on réalise pas toujours physiquement l'effort que ça exige du truc. Et pareil, tu as très bien souligné tout à l'heure le fait qu'en fin de rencontre, Degno a réussi à faire un jeu d'écran avec Jalen Williams pour forcer Nesmith sur Nembhard, qui était moins compromis, enfin, ce qui était moins sensible côté Pacers. Et quelque part, ils lâchaient ce match-up à chaque fois. Ils disaient, bon, allez, pour le coup, Nembhard, tu vas pas te mettre en danger, tu vas garder Jalen Williams, parce que Jalen Williams, faut rester sur lui. Et on va laisser Nesmith jouer SGA. Et au final, ça s'est pas bien passé, puisque c'est là qu'ils ont commencé à accumuler des fautes et à envoyer Che Guizhou sur lancer France, qui est pas du tout ce que tu veux obtenir comme finalité. Et c'est là-dessus qu'elle se fait la différence, hein, parce qu'on a quand même dit que Degno tâtonnait plus que Carlisle et tout. Cet ajustement-là leur gagne Ouais, le match. et complètement. Et la couverture défensive derrière, sur les 5 dernières minutes de la rencontre, qui a totalement, enfin même 7, qui a totalement squeezé les Pacers en se disant, t'as l'impression que les Pacers tout d'un coup se retrouvaient face à une couverture défensive, bah, comme si elle n'était pas commune, ça les a vraiment brouillés en fait dans leur jeu. Et ça, j'ai hâte de voir comment ça va se transporter dans le Game 5. Ouais, tout Est-ce à fait. que OKC va garder cette stratégie-là ou pas? Est-ce qu'ils vont l'utiliser à des points clés de la rencontre? Ça va être très très intéressant à suivre. Et pour en revenir à Shai Gilgeous-Alexander et la défense des Pacers, j'ai hâte de voir comment justement. Enfin, on a vu Degno gérer différemment la location de minutes de Shai Gilgeous-Alexander, ce qui était très très intéressant, notamment au 4e quart-temps. C'était très osé de faire ça, je trouve, et ça a plutôt porté ses fruits. Donc voir un peu comment ça va se passer cette fois, et, euh, et voilà, et voir si le changement notamment de 5 majeurs potentiels qu'on va avoir au Game 5, comment l'effet derrière, enfin tout ce qui va s'enchaîner, tout ce que ça va impliquer dans le changement de la rotation de Ouais, il va y avoir Degno. un effet domino énorme. Voilà l'effet domino, merci, c'est pareil, je ne trouve pas mes mots. Comment ça va se traduire sur le terrain en fait. Ouais, non, je suis d'accord, hein, ça fait effectivement partie des choses qui sont très intéressantes. Et alors moi, je voudrais juste revenir 2 secondes, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, sur les discussions qu'il y a eu sur l'arbitrage, parce que j'ai vu qu'il y en avait eu beaucoup, comme souvent après un match de Casey, et comme toujours après un match arbitré par Foster. Mais moi, j'ai quand même pas eu la sensation que c'était un scandale, et pourtant j'aime beaucoup Indiana, et j'aime pas beaucoup Scott Foster, mais je trouve vraiment que la différence s'est pas faite là-dessus, sur ce match 4. Franchement, la Non, non. différence, elle s'est faite sur l'intensité, sur l'agressivité. Et oui, effectivement, quand t'es plus agressif en attaque, t'obtiens plus de lancers, mais les lancers, ça fait pas tout, il faut encore les mettre. Et Ouais. on a une équipe qui a 90% de réussite dans l'exercice et l'autre qui a 75%. Il y a eu des échecs à des moments clés, comme on l'a signalé notamment avec Mathurin dans le Money Time. Et voilà, c'est juste... obtenir des lancers, c'est un art en NBA et Shai Gilgeous-Alexander est le meilleur artiste en la matière. Je persiste quand même à dire que, et j'espère qu'à un moment ou à un autre, la Ligue, et ça je le dis pas depuis les finales, je le dis depuis Oui, depuis avant, longtemps, ouais, bien sûr. je persiste à dire que Shai Gilgeous-Alexander, le move qu'il fait Ah, mais il en un abuse. contre un pour créer de l'espace, c'est-à-dire initier le contact, pousser avec son bras et ensuite faire son step back, pour moi, ça devrait être une faute offensive à chaque fois. Je Je suis suis d'accord. désolé, Non, celle-là, je ne, je suis d'accord. je trouve que ce n'est pas une bonne chose d'autoriser ce truc-là. Voilà. Je suis d'accord. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais vraiment, pour moi, la différence, elle se fait pas sur l'arbitrage sur ce Non, match. non, non, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Indiana était également dans le bonus très très tôt dans ce quatrième Exactement. quart-temps. Euh, il y a eu des possessions, un marché qui n'a pas été sifflé par-ci, un ballon qui a été rendu par-là, une flagrante, un passage en force qui n'a pas été sifflé ou qui a été sifflé ou qui n'aurait pas dû être sifflé. Enfin bref.
Oui, le cumul de toutes les erreurs va dans les deux sens. Ouais. Ok, les fans de Cassie peuvent trouver des coups de sifflet qui n'ont pas été à leur avantage, et le contraire est vrai aussi. Ce n'est pas comme ça que ça s'est décidé. Il y a eu plein d'autres occasions pour Indiana de rectifier le tir, de remporter cette rencontre, euh, malgré toute la cacophonie de l'arbitrage. Voilà, c'était assez désagréable parce que ça a haché beaucoup le jeu en fin de rencontre. Et ça, je trouve que la NBA en tant que ligue qui essaye de se vendre et de se rendre agréable à regarder, ça pour moi, c'est voilà. Il y a un côté, je trouve, il y a un côté dans le basket FIBA où il y a un côté moins épuisant avec les fautes, quoi. Ouais, c'est beaucoup Je moins trouve. haché, ouais. Voilà. Mais oui, oui. Mais encore une fois, Et voilà. avec les arrêts de jeu, avec les reviews, c'est plein de choses où tout d'un coup, quelque part aussi, les fautes et les lancers francs que ça génère, ça devient un peu magnifié parce qu'il y a beaucoup d'occasions d'arrêter le jeu en NBA. Avec les temps morts, les machins, enfin, on va regarder ci, on va regarder ça, attendez ci, attendez ça. Et en fait, des fois, c'est un peu gonflant, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est plus la structure même de comment un match NBA est structuré. C'est plus ça le problème que l'arbitrage en tant que tel. Ouais, ouais, mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'OKC condense beaucoup les discussions. Enfin, ça se concentre beaucoup sur cette équipe parce que voilà, c'est Oui, une c'est assez équipe fou. Ouais. qui n'a pas son pareil pour obtenir des lancers et surtout pour les convertir. Enfin, franchement, sur le match 4, Shai Gilgeous-Alexander, il est à 10 sur 10. Jalen Williams, il est à 11 sur 11. Chet Holmgren, il est à 6 Ouais, sur 10. Enfin, voilà. En fait, aujourd'hui, si Indiana avait eu la même adresse sur les lancers qu'a eu OKC sur ce match, le résultat aurait pu être différent. complètement. Dernier point qui m'a vraiment. Enfin, dernier point pour moi, hein, après je te laisse souligner n'importe quel autre point qui te semblera pertinent à la conversation. Mais autre truc que je trouve assez fou dans cette finale NBA, c'est comment Indiana a totalement serré la vis sur le jeu de passe du Thunder. Le, le, le ratio de passes décisives de Casey est absolument famélique. Oui. C'est ridicule et c'est assez inattendu. Alors déjà, en saison régulière, c'était pas une des équipes qui joue le plus un jeu de passe absolument incroyable et tout ça. Ils étaient 26e pardon, de la ligue. Donc c'était vraiment pas une des équipes qui faisait le plus de passes décisives. Ceci étant dit, dans ces finales NBA, donc en saison régulière, ils avaient un ratio de passes décisives à 60%. Dans ces finales NBA, dans le game 1, ils étaient à 33%. Dans le game 3, ils étaient à 43%. Et dans le game 4, ils étaient à moins de 30%. Sur la totalité de la série, ils sont à 42,5%. C'est absolument fou. C'est Ouais. absolument fou. C'est-à-dire que le Thunder n'arrive pas, ne veut pas, ou ne peut pas, enfin je sais pas, mais il n'arrive pas à faire des passes décisives. À générer des passes, à jouer collectivement de façon crédible, quoi. Ouais, ouais, Et non, mais ça, c'est fou. c'est complètement fou. Et moi, c'est ce que je te dis. C'est genre, en fait, tu vois, quand on parlait de ces Pacers-là, on était tellement captivés par leur attaque, par leur collectif, par leur rythme, etc., que c'est quand même beaucoup là-dessus qu'on a mis l'accent, d'autant plus quand même que cette série, c'était vraiment l'opposition entre cette attaque Ouais. incroyable et la défense folle, historique d'OKC. Et quelque part, en fait, ça nous a presque fait perdre de vue le fait que ces Pacers sont capables de défendre d'une manière absolument remarquable. Ils ont un personnel pour le faire qui est incroyable, et quand même des joueurs comme Haliburton, qui sont un peu plus en retrait, sont à ce point-là tranchants dans les aides, à ce point-là prêts vraiment à intervenir à tout moment, à ce point-là attentifs, bah, le résultat, il est là, en fait. C'est qu'effectivement, ils ont la capacité de faire déjouer de nombreuses équipes. Et comme en plus, ce Thunder-là souffre d'un petit déficit à la création pour épauler Shai Gilgeous-Alexander, ben, on en arrive à ce résultat-là. Ouais, complètement, ouais. Et c'est assez fou. Et c'est beaucoup de jeux en un contre un. Et voilà, c'est vraiment l'opposition de style dont on parlait dans la preview. C'est que c'est vraiment deux équipes qui jouent un basket très différent. D'un côté, il y a une
défense et un jeu en ISO avec Shai Gilgeous-Alexander qui est très prononcé. Et de l'autre, c'est une attaque. Alors, la défense, très solide aussi, mais tout est beaucoup plus orienté sur le collectif. Et on l'a vu dans le Game 3, quelque part, le collectif d'Indiana prend le dessus et le Thunder, une fois que Shai Gilgeous-Alexander était épuisé et sur les rotules en fin de rencontre, bah, le château s'est écroulé. Et dans le Game 4, et ben, collectivement, les Pacers, là, c'est eux qui sont tombés en panne. Et Shai Gilgeous, qui lui avait plus de cannes pour le coup pour terminer ce Game 4, a réussi à emmener les siens jusqu'à franchir la ligne d'arrivée en tête, quoi. Et ouais, c'est comme tu le dis, ces finales sont vraiment, vraiment, vraiment passionnantes, quoi. Et vraiment, alors je sais que ces derniers temps, on en a beaucoup parlé, toi et moi, parce que c'est un de nos chouchous communs, mais Andrew Nembhard, quoi. Genre, déjà contre les Knicks, c'est le moment où lui passe sur Jalen Brunson que les choses commencent à vraiment changer dans la série. Là, le travail qu'il fait sur Shai Gilgeous-Alexander, alors que toi comme moi, on attendait quand même plus Nesmith sur ce dossier-là, tu vois. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je suis absolument d'accord avec toi. Moi, j'étais là à me dire, c'est clairement Nesmith qu'il faut, quoi. Ouais, et vraiment, il est incroyable. Franchement, Nembhard. On dit beaucoup que Caruso c'est le joueur parfait, tu vois, pour une équipe ambitieuse et qu'il fait des choses incroyables pour OKC, mais que dire de Nembhard, hein, c'est pareil, quoi. Ces mecs-là sont des profils tellement précieux, tellement importants, tellement incroyables, tellement polyvalents. 25 ans, hein, Andrew. Ouais. Et il joue comme un. Ah, je suis désolé, après, je suis pas du tout objectif, hein, mais pour moi, il joue comme une star, Andrew. Il marque, il est clutch, il prend des bonnes décisions, il est bon, défensivement, il est fabuleux, je sais pas. Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein, je pense que je suis pas du tout objectif, Charles. Je sais pas. Je pense. En fait, le problème, c'est qu'on peut. Il a pas la production d'une star. Par contre, il a tout le reste, en fait. Il a tout le reste. Il a la polyvalence, il a l'intelligence, il a la capacité à marquer quand il le faut, à défendre quand il le faut, à faire la passe quand il le faut. Bon, on n'est pas objectif, hein, sur son dossier. On le sait. Mais si on est sérieux, si on est vraiment sérieux, je dirais que Nembhard, c'est le joueur que tu as envie d'avoir dans les moments, comme Caruso, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Ce sont des joueurs sur qui tu peux compter pour répondre présent et ne pas être un boulet sur le terrain. Et c'est le genre de profil qui, avec le nouvel accord collectif, avec tout ce qu'on sait sur le fait que ça va devenir très compliqué de monter des équipes avec plein de All-Stars, etc., c'est le genre de profil que toute équipe rêve d'avoir. Ouais, complètement, ouais. Il est signé jusque quand, Nembhard? Il est signé jusqu'en 2028 sur un contrat. Oh la vache! Ah putain, mais il est d'accord. Il a signé son extension là. Donc attends, il est payé, il a fait une extension de 3 ans, pas d'option. Ça sera 18 millions la saison prochaine, 19 millions 5 la saison suivante et 21 millions quasi la saison 2027-2028. Ah non, mais de toute façon, dans cette équipe, parce que tu vois, Nesmith... Ça, c'est un contrat, mon gars, ça vaut de l'or. Bien sûr, et même Nesmith, Nesmith, il a un contrat, c'est 11 millions. Chaque saison, il touche 11 millions. Ouais, il ne reste plus que 2 ans de contrat, cependant. Ouais. Non, mais ouais, cette finale, ces finales sont incroyables. Hein. Moi, je pense que ça s'entend pas mal dans mes propos depuis le début de ces finales, mais vraiment, quel plaisir de suivre cette série. Ouais. Vraiment, j'adore Indiana et honnêtement, je vais pas mentir. Hein, j'aimerais qu'Indiana remporte ses finales, mais en fait, mon espoir principal, c'est que cette série, elle dure le plus longtemps possible. Je veux juste qu'on ait un game 7 de fou. En plus, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu une finale en 7. Ça fait depuis 2016 que c'est pas arrivé. Et je veux ça. Vraiment, je veux ça. Ouais, complètement. Et on peut aussi parler de Obi Toppin, hein, qui a été lâché pour rien du tout par les Knicks et qui a été récupéré. Va mettre une pièce sur le fait qu'Obi Toppin devienne ce joueur-là. Mais tu sais qu'en plus, je comprends pas parce que Thibodeau comptait sur ce mec. Je veux dire, la dernière campagne de playoff qu'il a fait avec les Knicks, il joue quand même sur la... Ouais, je me souviens plus. Pour que Thibodeau te fasse jouer en playoff 16 minutes par match,
C'est Ah qu'il ouais, continue. quand même, 16 minutes. Ah ouais, en moyenne, il joue 16 minutes par match sur la campagne 2022-2023 avec les Knicks, ouais. Ah ouais, ouais, non, mais alors là, oui, Donc effectivement. ouais, incompréhensible. Mais en fait, il y a tellement de joueurs dans ces finales qui sont trop bien. Moi, franchement, là, on parle beaucoup d'Indiana, mais Holmgren et Jalen Williams, ces mecs-là, s'ils continuent à progresser, et notamment dans leur choix, parce qu'il y a parfois du déchet de leur part offensivement, mais s'ils arrivent à gommer ça, ou du moins à l'atténuer, mais quel enfer ça va devenir pour les adversaires d'OKC. Non, mais Euh, laisse tomber. En fait, dans le match 3, tu vois, il y a quelques possessions offensives où vraiment je me posais des questions sur leur choix. Chet Holmgren, notamment, il prend des shoots vraiment, ils sont voués à être contrés. Jalen Williams, de temps en temps, quand il baisse l'épaule et qu'il tente d'enfoncer un peu, j'aimerais qu'il soit plus attentif à ce qui se passe autour. Mais, mais en fait, en faisant ce constat-là, je me disais, mais ces mecs-là sont tellement jeunes. Ah, Et mais tellement. enfin, tu vois, s'il gomme ces trucs-là, ça va devenir incroyable. Parce que franchement, Holmgren, quand on voit ce qu'il est capable de faire dans un bon soir, s'il arrive à trouver de la régularité à ce niveau de performance, ce mec-là, mais Tellement. quel enfer! Mais en fait, cette équipe, si tu leur mets un sniper à 3 points et un second créateur crédible, Exactement. un peu un vétéran, tu vois, qui a de la bouteille et qui est capable de jouer 10 minutes, 12 minutes en playoff, mais laisse tomber. Ouais, la prise de tête. Et le pire là-dedans, c'est que le Thunder est l'équipe qui a tous les moyens à sa disposition possibles et inimaginables Là, ouais, pour faire ce qu'ils veulent l'intersaison. absolument. Très sincèrement, je vais peser mes mots en disant ça. Le Thunder, ils sont prenables là, maintenant, là. Potentiellement, la saison prochaine, personne ne les touche. Ouais. Et ça va être une campagne OKC 70 wins et des playoffs, on perd un match, quoi. Ouais, ouais, après, en Parce que, vrai, comme tu le dis très bien, l'expérience cumulée par tous les jeunes, les Jalen Williams, les Holmgren, là, qui sont encore un peu sur courant alternatif, qui sont un peu des fois en train de se dire attends, qu'est-ce qu'on fait? Ah, attends, ce tir, il est pas simple et tout ça, patati patata. Mais dans un an, ça sera autre chose. Hein. bah, surtout que là, ils sont en train de prendre, en termes Ah ouais, ouais. d'expérience, ils sont en train de... Ouah, Ils sont en train de faire un triple saut d'expérience, là. Après, côté Pacers, tu vois, il y a aussi, voilà, Nembhard Nesmith, c'est 25 ans, Tyrese Haliburton aussi, tous ces Ah, mecs-là mais doivent oui. encore progresser. Bénédicte Mathurin, honnêtement, hein, vraiment, hein, si Bénédicte Mathurin arrive à trouver de la régularité dans ses performances, c'est pareil, hein, cette équipe, elle a un vrai potentiel aussi. Mais surtout qu'à l'Est, qui y a à l'Est la saison prochaine? Je veux dire, toutes les équipes de l'Est qui comptaient cette année sont quasiment en chantier pas possible la saison prochaine. Boston, c'est terminé, au moins pour un an. Cleveland, on se demande bien ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ils ont quitté ces playoffs éliminés par les Pacers avec 10 000 questions et en se disant, mais est-ce qu'on a vraiment ce qu'il faut pour aller au bout? Alors que leur saison régulière a été absolument épatante. Les Knicks, ils viennent de virer leur coach et on ne sait pas ce qui va se passer avec Karl Anthony Towns et ainsi de suite. Qui d'autre? Philadelphie, lol. Euh, J'oublie qui, les Bucks. Relol. Euh, le hit, faut voir qu'ils arrivent à choper, mais ça Bah, semble loin, quoi. en fait, c'est difficile de Ça semble super loin du compte. c'est difficile de se projeter tant qu'on sait pas quel visage auront les Knicks, par exemple, la saison prochaine. Mais c'est clair qu'effectivement, là, Indiana paraît avoir ce qu'il faut pour être l'équipe à l'Est dans ces 2-3 prochaines saisons. Je suis fan depuis assez longtemps pour savoir que ça se passe jamais comme on prédit et que de faire un copier-coller d'une saison à l'autre en disant ça va forcément se passer comme ça. Regarde Boston, c'était cette année. On était persuadé que Boston était intouchable, et bah, finalement, c'est pas Ouais, du tout ce qui s'est passé. espérons que non. Donc on verra bien. Écoute, Charlie, on se retrouve bah, dans 2 matchs. Donc non, le week-end prochain, ça va faire le week-end prochain. Ça va faire parce que là, c'est lundi, dans la nuit de lundi à mardi. Ensuite, c'est dans la nuit de vendredi à samedi, il me semble, Euh, le match suivant. c'est jeudi à vendredi, je crois. Tu crois que c'est jeudi à vendredi? Ouais, c'est ça, c'est le 19, c'est jeudi soir, donc c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Ouais. Ouais, ok. Et le, Donc on se retrouve. Ah, on retrouve un rythme normal. et le Game 7, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà. Et tu as vu que je n'ai pas mis de conditionnel. Il y aura un Game 7, j'y crois. J'aime ta façon de penser, Charlie. Donc, quoi qu'il arrive,
On se retrouve vendredi. Donc, on fait un podcast retour Back to the Basics un vendredi. Vendredi prochain, très précisément. Donc, on fait après le Game 6, ça sera soit le titre, soit l'ouverture sur un Game 7. Tout à fait. Après, il faudra attendre le mardi, potentiellement le mardi, c'est ça? Non. Non, le lundi. Le lundi, on saura qui est champion s'il y a un Game 7. Ouais, dans tous les cas, lundi, on sait qui est champion. Donc lundi, on fera le podcast puisqu'on n'attendra pas, je pense. Ok. Eh ben, dis donc. Très bien. Ben, merci, Charlie. On se retrouve vendredi, donc. Ouais, avec plaisir. Avec grand plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et donc, on se retrouve vendredi prochain pour le prochain numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez une bonne semaine. Bon courage pour l'entame. Et voilà. Et à vendredi. Ciao. Bye bye.